Alors, je m'appelle Irène Rabenour. Je suis spécialiste principale de programme à l'UNESCO ICBA. Moi, je suis Abdoulaye Bari, je suis spécialiste de programme en éducation pour l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique, IRCA. Donc moi aussi, je m'appelle Omar Diop et je suis spécialiste de programme en éducation dans la même institution. Depuis 1994, le 5 septembre de chaque année, c'est les agences des Nations Unies, les ministères de l'éducation, les syndicats d'enseignement et les communautés éducatives en général observent la journée mondiale des enseignants. Pouvez-vous nous dire brièvement les motivations qui ont précédé au lancement de la journée mondiale des enseignants, qui étaient derrière cette décision? D'accord. En fait, c'est le 5 octobre 1966 que la recommandation relative au statut des enseignants a été signée par l'UNESCO et l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est un symbole, le 5 octobre. C'était en 1966 et l'idée était qu'il faut se pencher davantage sur les conditions de vie et de travail des enseignants en général. Donc comment améliorer, comment les motiver? Est-ce qu'ils pourraient avoir une carrière qui soit intéressante, suffisamment intéressante pour qu'ils restent dans le métier et pour qu'ils ne quittent pas la profession. Mais ensuite, il y a eu une autre recommandation de l'UNESCO, cette fois-ci uniquement, concernant le statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en particulier. Et ça, c'était en 1997. Alors, quel est le lien entre votre institut, disons le IICBA ou l'Institut international de l'UNESCO, pour le renforcement des capacités en Afrique, alors les enseignants et la journée mondiale des enseignants? Est-ce que l'Institut fait pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de l'EPT ou de l'OMD? Oui, effectivement, l'EPT, ça signifie éducation pour tous et les objectifs de l'éducation pour tous sont indexés aux objectifs millénaires du développement qui donnent une perspective globale quand il s'agit de développement. Donc en matière de développement, il y a une partie qui est une composante sociale qui parle de l'éducation, de la santé, de la réduction de la pauvreté. Et donc, c'est les objectifs millénaires du développement qui ont été utilisés en 2000 et ça s'est passé à Dakar où il y a une conférence internationale sur l'éducation pour donner des objectifs de l'éducation pour tous. C'était de 2000 à 2015. Et donc, aujourd'hui, on est à 2 ans de cette échéance. Qu'est-ce que vous faites pour aider les pays africains à atteindre les objectifs? Bon, l'Institut donc s'occupe plus particulièrement du renforcement des capacités en Afrique. C'est le seul institut international de l'UNESCO qui s'occupe du renforcement des capacités. Mais plus particulièrement, il s'agit d'aider, de renforcer les capacités des institutions de formation d'enseignants. On n'agit pas directement sur les enseignants, mais sur les formateurs de formateurs. Donc, et sur les institutions de formation d'enseignants. C'est ce qu'on essaie de promouvoir en Afrique, avec, il est vrai, assez peu de moyens humains, financiers et matériels, mais je crois qu'on arrive quand même à couvrir une bonne partie de l'Afrique. Donc l'UNESCO en dispose d'un certain nombre qui sont dédiés aux statistiques, qui est basé à Montréal. Il y en a un autre qui est dédié à la planification de l'éducation en général, et des politiques en éducation, qui est basé à Paris, qui s'appelle l'IIPE. Il y a le Bureau international pour l'éducation qui est basé à Genève. Et pour l'Afrique, la conférence générale de l'UNESCO a créé en 1999 cet institut qui est basé ici à Addis Abeba et qui s'occupe de tout le continent africain dans les questions de renforcement de capacités adressées à la formation des enseignants et l'enseignant dans sa globalité. Je voudrais peut-être ajouter que par rapport justement à la contribution de l'ICBA pour l'atteinte des objectifs EPT et OMD, je dirais que quand on regarde les objectifs EPT, ça part de la petite enfance jusqu'à la qualité de l'éducation en passant par la scolarisation primaire pour tous, la formation qualifiante des jeunes et des adultes, etc. Et dans ce sens-là, nous avons un ensemble de programmes qui touchent à la petite enfance. Regardez par exemple les pratiques endogènes d'éducation de la petite enfance, essayer de les vulgariser et de les partager. Et on appuie également la qualification des programmes et des enseignants pour que les élèves dans les écoles aient des programmes de qualité et que les enseignants qui dispensent des programmes là aussi soient des enseignants de qualité. Et quand on
regarde du côté des objectifs, des objectifs du millénaire pour le développement, il y a des questions de santé, par exemple, santé maternelle et infantile. Et dans ce sens-là, on travaille aussi à un certain nombre de modules qui touchent, par exemple, sur les questions du VIH-Sida. Donc, c'est dire que nous contribuons à la réalisation des objectifs aussi bien de l'EPT que des OMD, en notant qu'il y a un certain nombre d'objectifs de l'EPT qui sont pris en charge par les OMD. Peut-être un dernier petit point, nous menons aussi des activités dans le domaine de l'intégration du genre dans la formation des enseignants. Malheureusement, la collègue qui s'en charge, qui s'en occupe au sein de notre institut n'est pas ici à Addis Abeba en ce moment, mais plusieurs activités dans ce domaine de la promotion du genre, de son intégration, ont été menées déjà dans toute l'Afrique. ICBA a dû réaliser des activités dans le domaine des enseignants. Vous venez juste de me dire aussi que c'est basé en Éthiopie. Alors pouvez-vous nous dire brièvement ce que vous avez fait en Éthiopie? L'Institut a un mandat qui touche tout le continent. C'est vrai qu'on est basé ici à Addis Abeba. Et à ce titre aussi, on a eu à mener des activités au niveau du pays, en Éthiopie. Moi, je vais juste parler d'un programme, par exemple, où je suis impliqué directement, qui est un programme qui est financé par des fonds chinois. Donc la Chine qui donne de l'argent dans le domaine de la formation des enseignants, où nous travaillons avec deux établissements de formation des enseignants. Donc les deux ont été choisis avec des critères différents. Donc un établissement est une faculté de l'université de Bahir Dar qui forme des enseignants, et l'autre établissement est une institution de formation uniquement d'enseignants. Donc et les deux forment les enseignants de ce qu'on appelle l'éducation de base, le cycle primaire plus le premier cycle du secondaire. Ça, nous sommes en train d'expérimenter un certain nombre de choses avec ces institutions, et nous avons mis en place des modules pour utiliser les nouvelles technologies dans la formation des enseignants. Et ça vise surtout la formation initiale des enseignants, et aussi recycler ces enseignants qui sont déjà dans le système éducatif, leur amener ce qu'on appelle la formation à distance à travers les nouvelles technologies et à travers des équipements modernes. Comment est-ce qu'il faut faire ça au niveau politique, qu'est-ce qu'il faut mettre, et au niveau de la formation en elle-même. Donc ça, c'est pour l'exemple du programme qui est financé par les Chinois. Et j'en ai un autre qui s'appelle le CAP IFA, donc Capacity Development for Education for All. Le renforcement des capacités pour l'éducation pour tous. C'est un programme où on travaille directement avec le ministère de l'Éducation au niveau central et avec les régions émergentes en Éthiopie. Gambela, Somalie, toutes ces régions-là. Donc on les a regroupées pour travailler sur la politique du gouvernement actuel, le ESDP4, Education Sector Development Plan, 4e phase, où on assiste, et je pèse bien mes mots, assiste, parce que nous ne faisons pas, nous laissons faire le gouvernement, mais nous sommes là pour assister. Donc pour renforcer les capacités. On assiste à décentraliser le système éducatif, à planifier, à faire de la planification au niveau central et à faire de la planification au niveau régional, et à suivre ces enseignants qui ont besoin de formation, à gérer une masse critique d'enseignants qui est toujours remis à jour dans les formations de dernière date. Voilà deux exemples que je peux citer. Peut-être qu'on pourrait ajouter de façon spécifique, donc en ce qui concerne l'Éthiopie, ICBA a développé un ensemble de programmes, notamment l'intégration des technologies de l'information et de la communication en éducation, en renforçant les capacités des institutions d'enseignement pour qu'elles puissent délivrer un programme de formation de qualité. Et dans ce sens-là, en partenariat avec l'Université d'Afrique du Sud, un programme a été mis en place à l'Université d'Addis Abeba. Il en est de même d'un programme avancé en mathématiques et en sciences, sur lequel aussi on a travaillé avec l'Université d'Addis Abeba. ICBA a également un programme qu'il a développé pour toute l'Afrique, et de façon particulière, il l'a implanté en Éthiopie. C'est la gestion des institutions de formation d'enseignants. Et là, nous avons développé 4 modules qui concernent la gestion de l'espace, la gestion financière, la gestion du personnel enseignant et la gestion quotidienne des institutions de formation. Et là, un ensemble de près de 150 responsables gestionnaires d'institutions de formation d'enseignants de l'ensemble du pays ont été touchés, donc ont bénéficié de cette formation-là pour améliorer la qualité de la gestion des institutions de formation d'enseignants ici en Éthiopie. Je vais peut-être juste ajouter que dernièrement, il y a quelques jours, le plan des opérations pour l'éducation des filles en Éthiopie a été signé entre le ministre d'État de l'Éthiopie, du ministère des Finances et du Développement économique,
et le directeur du bureau UNESCO en Éthiopie. Nous sommes UNESCO IGBA, mais il y a aussi le bureau UNESCO pour l'Éthiopie et qui sert aussi de bureau de liaison avec l'Union africaine. Et donc ça vient d'être signé, c'est un projet financé par les Japonais, par le gouvernement du Japon, à hauteur de $400,000. Et donc ce projet est prévu pour durer 3 ans et devrait être mis en œuvre dans les régions de Gambela et de Somalie. Et il s'agit donc de retenir les filles dans les collèges et d'accroître l'efficacité de l'enseignement dans les collèges. Parmi les activités donc de l'UNESCO IGBA en Éthiopie, on peut citer un projet financé par le gouvernement italien sur la rétention des filles dans les collèges et l'amélioration de l'efficacité de leur apprentissage. C'est un projet d'un montant de $500,000 qui est prévu pour durer 3 ans, 36 mois. Un peu plus d'1 an est passé déjà. Sa mise en œuvre donc a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et ce projet porte sur 6 écoles en Afar et à Benishangul Gumuz. Il y a 6 écoles donc dans ces 2 régions qui sont concernées. Et voilà, et c'est un projet qui marche bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le travail de l'IGBA en Éthiopie, et nous dire également quelques-unes des activités que vous menez ailleurs en Afrique? En ce qui concerne l'Afrique de façon générale, IGBA, délivrant ses programmes, essaye de s'aligner au plan d'action de l'Union africaine. Donc, on appuie l'initiative de l'Union africaine à travers nos différents programmes, donc à travers les communautés économiques régionales. Et dans ce sens-là, nous avons un ensemble de programmes qui visent à améliorer la gestion des écoles, donc renforcer les capacités des directeurs d'école à mieux gérer l'enseignement, à mieux gérer l'apprentissage, à mieux gérer l'implication des parents. Et dans ce sens-là, on a développé un ensemble de modules parce qu'on se dit que quelle que soit la compétence des enseignants, si le type de gestion mise en place ne leur permet pas de déployer correctement leurs compétences-là, ceci ne peut pas avoir d'effet sur la qualité des apprentissages. En dehors du programme de gestion dans les écoles, on travaille aussi à l'harmonisation des programmes de formation des enseignants dans les communautés économiques régionales. C'est dans la perspective non seulement d'élever le standard de formation des enseignants, mais de permettre à des enseignants d'une même communauté économique régionale une certaine mobilité. Et ça s'inscrit donc dans la mobilité des enseignants à l'intérieur de la communauté économique régionale telle que le veut l'Union africaine. Nous avons également, comme on en parlait pour le cas de l'Éthiopie, un programme d'intégration des technologies de l'information et de la communication en éducation. On travaille avec les enseignants pour montrer jusqu'où les technologies peuvent servir non seulement comme outil, mais aussi comme moyen d'enseignement, en dehors d'être une simple matière d'enseignement. Sur la gestion des institutions de formation, de façon générale, on essaie de mettre en place un réseau pour que les institutions de formation des enseignants puissent échanger et améliorer les pratiques de gestion en vue de délivrer des enseignants de meilleure qualité. Un point essentiel, c'est la mise en œuvre de la stratégie de l'UNESCO pour les enseignants. Et dans ce sens-là, on appuie les différents ministères de l'éducation en Afrique à développer des politiques enseignantes globales. Jusque-là, dans la plupart des pays, nous avons des politiques de formation des enseignants. Mais on se dit, il ne suffit pas seulement de former des enseignants. Quand un recrutement conséquent n'est pas mis en place, quand des motivations conséquentes ne sont pas là pour les permettre de rester dans le métier, quand un plan de carrière n'est pas suffisamment établi, on se dit qu'il y a un ensemble de questions qui touchent à la question enseignante qui devraient être mises ensemble à l'intérieur d'une politique. Et on essaie donc d'aider les gouvernements à définir des politiques holistiques dans ce sens-là. Et pour ajouter à ce qu'effectivement mon collègue Abdoulaye vient de vous expliquer, l'UNESCO aussi mobilise des ressources financières pour aider un certain nombre de pays au moins mettre en œuvre ce programme qui est décliné dans la stratégie de l'UNESCO, mais pour le sous-secteur des enseignants. Je peux encore me baser sur le KPFA, qui est le programme dont je vous ai parlé auparavant. C'est un programme qui est présent dans beaucoup de pays dans le monde, qui adresse différentes questions d'éducation. Donc ça va de l'alphabétisation, la planification sectorielle, en passant par la question des enseignantes. Et quand il s'agit de la question des enseignants et dans le continent africain, ce programme s'appuie sur notre institut aujourd'hui pour coordonner tous les programmes qui sont présents en Afrique. On en a un nombre 8 ou 9 aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dont l'Angola, l'Éthiopie, Mali, Burkina Faso, Niger,
la Guinée, Sierra Leone, où on a des différents besoins dans ces pays-là en matière enseignante. Et on essaie d'apporter aussi différentes solutions. Et chaque fois, le principe étant un principe d'assistance et d'accompagnement, c'est-à-dire l'institut se met en retrait, propose son expertise, mais c'est le gouvernement qui fait avec un accompagnement et un suivi. Alors le thème de cette année pour la Journée mondiale des enseignants est un appel en faveur des enseignants. Qu'est-ce que cela signifie ? Tous les ans, il y a un thème différent pour la célébration de cette Journée mondiale des enseignants. Il se trouve que cette année, donc, c'est un appel en faveur des enseignants. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un besoin urgent en enseignants. Rien que pour l'Afrique, il faudrait plus d'1 million d'enseignants. Étant donné que souvent les enseignants ne sont pas reconnus à leur juste valeur, ils n'ont pas de reconnaissance sociale, ils n'ont pas les conditions de vie nécessaires à un exercice professionnel de leur métier, il y en a beaucoup qui quittent la profession. Et donc, c'est pour ça que cet appel est lancé en faveur des enseignants. Cet appel est destiné évidemment aux bailleurs, mais aussi à l'ensemble de la société humaine, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est l'enseignant qui éduque après les parents, et donc le rôle de l'enseignant est quand même crucial, et c'est pour ça que cet appel est lancé. Donc en fait, c'est le 5 octobre. Pourquoi un appel en faveur des enseignants ? Ouais, je vais juste revenir très rapidement, effectivement, pour appuyer ce que Mme Rabeneau a dit. Donc, si on revient auparavant, nous avons un peu parlé de l'éducation pour tous, qui a comme pour date butoir l'année 2015. Donc, ça a été lancé en 2000 pour une échéance en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Il nous reste 2 ans. Et si nous faisons une photo à l'instant T, c'est-à-dire une photo de la situation actuelle aujourd'hui, pour que tous les enfants aillent à l'école, c'est devenu un droit que pratiquement tous les pays du monde ont accepté et puis ratifié. Si aujourd'hui on fait cette photo-là, il nous faudrait, ici en Afrique, plus d'1 million d'enseignants supplémentaires pour que ces enfants-là puissent accéder à ces écoles. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Au début, on a mis l'accent sur l'accès, c'est-à-dire il fallait avoir des écoles pour accueillir tous les enfants qui arrivent. Les bailleurs de fonds, les partenaires au développement ont beaucoup supporté cette initiative. On a beaucoup construit d'écoles, on a beaucoup construit de salles de classe, mais de l'autre côté, on n'a pas adressé la question de la qualité. Pendant qu'on mettait les enfants à l'école, on ne se souciait pas autant de la qualité, et il y a eu maintenant le problème de ces enseignants qui sont là et qui ont le titre d'enseignant, qui ne sont pas assez bien formés, qu'il faudra former, parce que maintenant il nous faut une éducation de qualité, et pour avoir une éducation de qualité, il faut un enseignant professionnel et bien formé. Quelqu'un qui n'est pas bien formé ne peut pas donner une éducation de qualité, c'est impossible. Donc voilà, aujourd'hui on a fait cette photo, et je pense que cet appel va dans ce sens-là, de dire qu'il nous faudrait, on manque en quantité des enseignants et en qualité dans leur formation, des enseignants qualifiés, et organiser un peu la profession. Et c'est comme, si vous voulez, un plaidoyer, et pour les partenaires au développement, et pour les pays, et pour aussi les gens qui sont déjà dans la profession, pour prendre conscience de cette situation et essayer d'adresser ensemble cette question. Peut-être que je vais rajouter, et ce serait peut-être une forme de résumé, en disant que l'appel, le thème de cette année, s'inscrit dans l'appel ou l'initiative en faveur de l'éducation lancée par le secrétaire général des Nations Unies. Et ça vise à supporter les efforts des pays, les efforts que les pays déploient pour non seulement renforcer les capacités des professionnels enseignants qui existent dans les écoles, motiver ces personnels-là, mais aussi attirer davantage d'enseignants dans la profession. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'appel de cette année. Avant de terminer notre entretien, alors voulez-vous ajouter quelque chose en rapport avec cette célébration de la Journée mondiale des enseignants ? Nous espérons peut-être tout simplement que cette journée mondiale des enseignants, que cet appel soit écouté, pas seulement entendu, et que l'éducation, qui est quand même le fondement de tout développement, de meilleure qualité, surtout en Afrique. En Afrique où les conflits jusqu'à maintenant sont toujours là, alors qu'avec une éducation de qualité, on peut quand même espérer la paix et l'harmonie au sein des sociétés. C'est par l'éducation qu'on peut arriver à un développement durable, et l'éducation n'existerait pas sans les enseignants et des enseignants de qualité.
Je crois que c'est le message qui a été conjointement lancé par la directrice générale de l'UNESCO, le directeur général de l'UNICEF, de l'OIT, du PNUD et de l'éducation internationale. Le message qu'ils ont lancé était que rien ne peut se faire sans les enseignants. Une école ne serait que des murs s'il n'y avait pas d'enseignants. Moi, je dirais que l'avenir de nos sociétés repose sur une jeunesse éduquée. Et qui parle d'une jeunesse éduquée parle d'un ensemble d'acteurs responsables de cette éducation dont les enseignants sont au cœur. Il est donc important pour l'avenir de nos sociétés, pour le bien-être de tous, de renforcer les compétences des enseignants, de rendre cette profession attrayante. Et ceci ne peut être réalisé que par l'effort conjugué de tous, aussi bien les États que par les organisations internationales, les ONG internationales, les partenaires, les différents partenaires, les parents d'élèves. C'est difficile de rajouter quelque chose sur ce qu'ils ont déjà dit. J'ai juste à l'idée que effectivement l'élève d'avant et l'élève d'aujourd'hui sont très différents et qu'aujourd'hui aussi, je pense que cette opération, ce changement qui s'est opéré chez l'apprenti doit s'opérer en même temps aussi chez l'enseignant. Nous avons mené un certain nombre d'études où on place l'élève au centre même de l'apprentissage et que l'enseignant serait plus dans un rôle de facilitateur aux connaissances et au savoir. Et comme mes collègues l'ont si bien dit, donc nous mettons tout ça à la disposition des États et en même temps en discussion avec les syndicats des enseignants et la société civile et les parents d'élèves et les enseignants eux-mêmes. Donc arriver à des solutions. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup.